Cette vidéo est consacrée au calcul du rang de matrice. Le point de départ, ça va être ce qu'on a dit dans la vidéo précédente, à savoir que si jamais vous regardez une matrice, grand A, comme par exemple celle-ci qu'on avait déjà évoquée, il y a en fait un peu deux points de vue pour parler de son rang. Le premier point de vue, c'est de dire que c'est la dimension de l'image de cette matrice. Et le deuxième point de vue, c'est de s'intéresser aux colonnes. Si jamais on donne un nom aux colonnes de la matrice A, mettons C1, C2, C3, eh bien on avait prouvé que le rang de A, c'est aussi le rang de cette famille de vecteurs, c'est-à-dire la dimension de leur vecte, la dimension de l'espace vectoriel que ces vecteurs engendrent. Ce deuxième point de vue est particulièrement efficace pour faire des premiers calculs de rang. Par exemple, ici, si on se pose la question du rang de C1, C2 et C3, la question naturelle, c'est de savoir si cette famille de trois vecteurs est libre ou pas. Il se trouve, et on l'avait déjà dit, que ici, ça n'est pas le cas. La colonne C1, par exemple, est une combinaison linéaire de C2 et de C3. Vous voyez que ça permet directement de calculer le rang de ces trois vecteurs, puisque du coup, on peut dire que C1 ici ne sert à rien dans cette famille de vecteurs, puisqu'il ne sert à rien dans le vect de C1, C2 et C3, de sorte que le rang de A, c'est le rang de C2, C3, et ça vaut bien 2, puisque les deux colonnes C2 et C3 sont deux vecteurs qui ne sont pas collinaires, donc ils sont libres. Vous remarquez au passage que dès que vous avez le rang d'une matrice, vous avez automatiquement la dimension du noyau de cette matrice. C'est l'utilisation du théorème du rang. Ici, la dimension du noyau de A, elle est donc égale à 3 moins le rang, c'est-à-dire 3 moins 2 égale 1. Et également, dès que vous avez le rang d'une matrice A, vous savez tout de suite si jamais cette matrice est inversible ou non. Ici, la matrice A n'est pas inversible. Il y a plusieurs arguments possibles pour le justifier. Par exemple, parce que son rang n'est pas égal à 3, la matrice A n'est pas de rang maximal. Ça signifie que l'application qui est canoniquement associée à la matrice grand A n'est donc pas surjective, puisque l'image de A n'est pas de dimension 3. Autre argument possible, tout aussi valable, c'est de dire que le noyau de la matrice A ici n'est pas réduit à 0. La dimension du noyau c'est 1, et ça permet de dire que l'application qui est canoniquement associée à la matrice A n'est donc pas injective. Rien qu'avec ce point de vue, on peut avoir le rang de beaucoup de matrices relativement simples. Voici un petit exercice. Pour chacune des matrices suivantes, on veut le rang, on veut la dimension du noyau, et enfin on veut dire s'il s'agit d'une matrice inversible ou non. Faites-le, faites les 4 exemples, mettez pause dans la vidéo, et juste après, on fait la correction. Allons-y pour la correction. Alors pour la matrice A1, les choses sont relativement simples. Le rang de A1, c'est donc le rang de ces colonnes. Et en fait, ces deux colonnes, elles sont bien libres entre elles. C'est deux vecteurs qui ne sont pas collinaires. Donc le rang de A1, c'est 2. Par le théorème du rang, la dimension du noyau de A1, c'est 2 moins 2, donc ça fait 0. Et on conclut que la matrice A1 est bien inversible, par exemple parce que c'est une matrice carrée de rang maximal, ou encore parce que son noyau est bien réduit à 0. Pour la matrice A2, en revanche, les deux colonnes vont être liées. Alors ici, on leur a donné un nom, C1 et C2. D'ailleurs, petite parenthèse, n'hésitez pas du tout à utiliser ces notations-là sur vos copies. Si jamais vous donnez des noms aux colonnes de votre matrice pour simplifier ensuite toutes les notations, il n'y a aucun problème tant que c'est clair. Donc comme je le disais ici, on observe que C2 est égal à 5 fois C1, donc le rang de A2, c'est 1. Par le théorème du rang, la dimension du noyau de A2, c'est 2 moins 1, c'est-à-dire 1, et on conclut que la matrice A2 n'est pas une matrice inversible, elle n'est pas de rang maximal, et de manière équivalente, son noyau n'est pas réduit à 0. Passons maintenant à la matrice A3. Alors pour le rang de A3, c'est facile, il se trouve que les deux colonnes de A3 sont bien libres entre elles, donc le rang de A3, c'est 2. Pour la dimension du noyau, là par contre, il faut faire un peu attention. Par le théorème du rang, on sait que la dimension du noyau plus le rang de A3, c'est égal ici à 2. Pourquoi 2? Parce que c'est la dimension de l'espace de départ, et on en a déjà parlé. La dimension de l'espace de départ de l'application linéaire canoniquement associée à une matrice, c'est le nombre de colonnes de cette matrice. Donc la dimension du noyau de A3, c'est égal à 2 moins 2, donc 0. Alors maintenant pour l'inversibilité, attention, ici si on réfléchit pas trop, on dit bon voilà, le noyau est réduit à 0, donc la matrice est inversible. Mais non, elle n'est pas inversible tout simplement parce que ça n'est pas une matrice carrée. Donc la question de son inversibilité n'a juste aucun sens. Une matrice inversible, de base, ça doit être une matrice carrée. Au niveau des applications linéaires, c'est intéressant de voir ce qui se passe. L'application linéaire canoniquement associée à la matrice A3, c'est une application linéaire ici qui va de R2 dans R3. Donc on voit bien d'entrée de jeu que ça ne peut pas être un isomorphisme, puisque la dimension de l'espace de départ n'est pas égale à la dimension de l'espace d'arrivée. Dans le cas précis ici de A3, il s'agit d'une application qui est injective, puisque son noyau est réduit à 0, mais par contre qui n'est pas surjective, puisque le rang de A3 n'est pas égal à 3. Et d'ailleurs, elle ne peut pas être surjective ici. Une application de R2 dans R3 a une image qui, au maximum, est de dimension 2 par le théorème du rang. On arrive maintenant à la matrice A4, et là il faut un petit peu raisonner. Comme pour toutes les matrices, le rang de A4, c'est le rang de ces trois colonnes C1, C2 et C3.
Arrivé là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'une famille libre ou liée et faire une étude avec des lambda i, etc., etc. Mais ce serait très maladroit. En fait, cette famille C1, C2 et C3, elle ne peut pas être libre pour une raison très simple, qui est que ces trois vecteurs appartiennent à l'espace vectoriel R2. Et cet espace vectoriel, il est de dimension 2. Donc, trois vecteurs ne peuvent pas être libres dans un espace de dimension 2. Cet argument théorique, il nous donne tout de suite que C1, C2, C3 est une famille liée. Donc, il y a une liaison entre les trois. On ne sait pas laquelle, mais il y en a forcément une. Et ça nous permet de dire que le rang de A4, eh bien, il est plus petit que 2. En fait, cette propriété, on l'avait déjà écrite dans le cours quand on avait dit que le rang d'une matrice était toujours plus petit que le nombre de lignes de cette matrice. Et pour une raison très simple, qui est que le nombre de lignes, c'est la dimension de l'espace d'arrivée. Par ailleurs, maintenant, le rang de A4, on peut aussi dire de façon très simple qu'il vaut au minimum 2. Parce que si jamais vous prenez deux colonnes, comme par exemple C1 et C2, eh bien elles sont libres. C'est deux vecteurs qui ne sont pas collinaires. On a dit C1, C2, mais on aurait pu prendre C1, C3 ou encore C2, C3, peu importe. Donc finalement, le rang de A4, c'est un nombre qui est plus petit que 2 et plus grand que 2, donc il est égal à 2. Maintenant, pour le théorème du rang, la dimension du noyau de A4, elle est égale à 3, le nombre de colonnes, moins le rang 2, 3 moins 2, ça fait 1. Ok. Inutile de se poser la question de si A4 est inversible ou pas, c'est une matrice qui n'est pas carrée. Au niveau des applications linéaires, c'est intéressant. L'application linéaire canoniquement associée à A4, c'est une application linéaire qui va de R3 dans R2. Elle n'est pas injective, puisque son noyau n'est pas réduit à 0, il est de dimension 1. Mais par contre, elle est surjective, puisque le rang de A4, c'est 2, qui est bien la dimension de l'espace d'arrivée. On va maintenant voir dans cette vidéo des théorèmes qui permettent d'accélérer le calcul du rang. Voilà un premier théorème très intéressant. Il dit que pour toute matrice A, le rang de sa transposée est égal au rang de la matrice A elle-même. Alors peut-être que c'est le moment de faire quelques petits rappels sur cette notion de transposition parce que ça fait longtemps. Si jamais A désigne une matrice à n lignes et p colonnes, alors la transposée de A, c'est une matrice qui au contraire a p lignes et n colonnes et qui est définie de cette manière-là pour tout couple d'indices ij. Le coefficient de la transposée de A de ligne i colonne j, il est égal au coefficient de A au contraire de ligne j et de colonne i. Vous voyez que le rôle des lignes et des colonnes ici a été interverti. Alors ça fait que du coup, géométriquement, la transposition, c'est quelque chose de très simple. Quand vous prenez la transposée d'une matrice, vous changez juste les colonnes en lignes et inversement. Regardez par exemple, si vous prenez cette matrice-là, qui est une matrice à 3 lignes et 2 colonnes, alors sa transposée, c'est au contraire une matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes, et dont la première ligne va être bien la première colonne de A, et la deuxième ligne va correspondre à la deuxième colonne de A. Ok. Alors maintenant qu'on a rappelé ce qu'était la notion de transposition, revenons donc sur ce théorème. Le rang de A est égal au rang de sa transposée. Là, on comprend tout de suite que c'est un théorème assez surprenant et même assez miraculeux, puisque, vous voyez, en ayant les deux matrices sous les yeux, on comprend bien que les applications linéaires qui sont canoniquement associées à A d'une part et à la transposée de A d'autre part n'ont un peu rien à voir l'une avec l'autre. Et pourtant, elles ont quand même ce lien entre elles, d'après ce théorème, qui est qu'elles ont même rang. Ce théorème n'est vraiment pas facile à démontrer, on va l'admettre dans cette vidéo. D'ailleurs, le programme stipule explicitement que cette démonstration n'est pas exigible. Les curieux pourront malgré tout trouver dans les documents une proposition de démonstration. En tout cas, la conséquence de ce théorème pour nous qui souhaitons faire des calculs de rang, c'est la phrase suivante, extrêmement importante. Le rang des lignes d'une matrice est égal au rang de ses colonnes. Et oui, puisque justement le rang des lignes d'une matrice, eh bien c'est exactement le rang de la transposée de cette matrice. Alors, pour montrer à quel point c'est utile, revenons regarder sur cette matrice qu'on a déjà étudiée, la matrice A4. Tout à l'heure, on avait déterminé son rang en raisonnant sur ses colonnes, mais en fait, en raisonnant sur les lignes, c'est encore plus simple. Imaginons qu'on donne des noms à ces lignes, L1 et L2. Le théorème dit donc que le rang de A4, c'est le rang de ces deux lignes L1 et L2, qu'on peut d'ailleurs remettre en colonne, si jamais maintenant on veut manipuler des vecteurs colonnes de R3. Ces deux colonnes-là, elles sont libres, puisqu'il s'agit de deux vecteurs qui ne sont pas collinaires entre eux, donc ce rang vaut 2, et c'est terminé. Voici un nouvel exercice qui a exactement le même énoncé que précédemment. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Allons-y pour la correction. Le rang de A5, c'est le rang de ces colonnes en particulier. Ici, sans doute, c'est le plus simple de regarder plutôt les colonnes de cette matrice parce que la colonne 1, elle est nulle. Donc on peut tout de suite dire qu'elle ne sert à rien ici dans ce calcul de rang. Le rang de A5, c'est le rang des deux dernières colonnes qui sont bien libres, puisque les deux vecteurs sont non collinaires l'un par rapport à l'autre. Donc le rang vaut 2, la dimension du noyau vaut 3 moins 2, c'est-à-dire 1, et la matrice A5 n'est pas une matrice inversible.
Pour la matrice A6, là, le plus simple, c'est sans doute plutôt de raisonner sur les lignes. Le rang de A6, c'est donc le rang de L1, L2, L3, et étant donné que L3 est une ligne nulle, elle ne sert à rien ici dans ce calcul de rang. Donc le rang de A6, c'est le rang de ces deux premières lignes, qui, comme elles ne sont pas collinaires, vaut 2. La dimension du noyau vaut donc 3 moins 2 égale à 1, et A6 n'est pas une matrice inversible, elle n'est pas de rang maximal par exemple. On arrive maintenant à un deuxième théorème, très pratique pour le calcul de rang, et il concerne les familles qu'on dit échelonnées. Qu'est-ce qu'une famille échelonnée? Dans K puissance n, une famille de vecteurs F1, Fp, on dit qu'elle est échelonnée si jamais elle est de ce type-là. Regardez, on a représenté les F1, Fp en colonne ici, et pour chacun d'entre eux, on a représenté le premier coefficient non nul quand on prend les coefficients de haut en bas. On les a appelés ici les AI. Et on dit donc que les Fi vont être échelonnés si jamais ces coefficients AI forment une espèce d'escalier strictement descendant. Ces coefficients AI, ils sont donc non nuls par définition, et ils portent un nom, on les appelle les pivots de cette famille de vecteurs. La règle est donc que le nombre de zéros qu'il y a au-dessus des AI doit être strictement croissant quand on prend les vecteurs de gauche à droite. C'est ça qu'on appelle une famille échelonnée. Maintenant, qu'est-ce qu'on en dit? Eh bien c'est le théorème suivant, une famille échelonnée est toujours une famille libre. On voit bien l'intérêt pour le calcul de rang, puisque du coup, quand on regarde le rang d'une famille de P vecteurs qui sont échelonnés, eh bien comme ces vecteurs sont libres, leur rang, c'est le nombre de vecteurs, c'est-à-dire P. Alors pourquoi est-ce qu'une telle famille échelonnée est libre? Vous allez voir, c'est pas très compliqué, on va tout simplement revenir à la définition. On considère des scalaires lambda i et on suppose que la somme des lambda i fi est égale au vecteur nul. Étant donné la géométrie un peu particulière, la des fi c'est une famille échelonnée, ça mène en fait à une relation de ce type-là. Et comme toujours, une relation de ce type-là, elle est équivalente à un système linéaire sur les lambda i, un système homogène. Ce système, en fait, si on le regarde ligne par ligne, toutes les lignes ne sont pas utiles. Vous voyez notamment que les premières lignes du système, ici, elles signifient juste que 0 est égal à 0. La première ligne utile, c'est la ligne du premier pivot, ici A1. Elle signifie très exactement que lambda 1 fois A1, plus des 0, etc., est égal à droite à 0. Et vous voyez que c'est gagné. Étant donné que 1 est non nul, on peut tout de suite en déduire que lambda 1, nécessairement, lui, est nul. Ok. Ensuite, la deuxième ligne utile, c'est la ligne du deuxième pivot, A2. Qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que lambda 1 fois quelque chose, plus lambda 2 fois A2 est égal à 0. Et comme on sait que lambda 1 est nul, eh bien, il ne nous reste plus que lambda 2 fois A2 est égal à 0. A2 étant non nul, par définition d'un pivot, on a que lambda 2 est égal à 0 et de 2. Etc., 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 jusqu'à la ligne du dernier pivot AP, qui va donner une relation de ce type-là. Et comme on sait que les lambda i précédents sont tous nuls, eh bien il nous reste juste lambda p fois AP qui est égal à 0, AP est non nul, donc lambda p est égal à 0. C'est fini, on a bien montré que tous les lambda i sont nuls, la démonstration est terminée, on a bien montré que les FI forment une famille libre. Petite remarque, la définition qu'on a donnée ici d'une famille échelonnée faisait intervenir un escalier descendant. Mais en fait, si jamais vous prenez un escalier entre guillemets ascendant de ce type-là, eh bien c'est aussi ce qu'on appelle une famille échelonnée et c'est aussi une famille qui va être libre. Pourquoi? Parce que par rapport au cas précédent, on a juste en fait interverti l'ordre des vecteurs, ce qui ne change strictement rien au fait que cette famille soit libre ou pas. Et puis même en si bon chemin, en fait, des familles de ce type-là avec des escaliers retournés dans l'autre sens, ça aussi c'est par extension des familles qu'on appelle des familles échelonnées et qui également sont des familles libres. La démonstration du fait qu'elles soient libres, c'est tout simplement des adaptations de la démonstration précédente. La conséquence de ce théorème sur ce qui nous intéresse, à savoir le calcul du rang des matrices, c'est que du coup, si jamais une matrice est composée de P colonnes qui sont échelonnées et par ailleurs de colonnes nulles, alors son rang vaut P, c'est-à-dire le nombre de pivots qu'on observe dans l'échelonnement. Regardez, c'est évident. Prenons un exemple. On considère par exemple cette matrice-là, et on imagine qu'on veut le rang de cette matrice. Vous voyez que dans cette matrice-là, il y a à droite des colonnes qui sont nulles ici, la quatrième et la cinquième. Donc le rang de A ici, il est égal au rang des trois premières colonnes, puisque les dernières colonnes, les deux dernières, ne servent à rien. Ok. Maintenant, ces trois vecteurs colonnes, on remarque qu'il s'agit de vecteurs qui sont échelonnés. Et oui, on peut faire ici ce petit schéma pour s'en rendre compte. Comme ils sont échelonnés, alors ils sont libres, ce qui fait que leur rang, c'est tout simplement le nombre de ces vecteurs, à savoir 3. Et on a gagné. Ce genre de matrice là, cette matrice A qu'on a écrite à gauche, ça porte un nom, ça s'appelle des matrices qui sont échelonnées en colonnes, et vous voyez que obtenir le rang d'une telle matrice, c'est vraiment très simple. Vous dessinez d'abord votre petit escalier, vous regardez les pivots, et vous avez simplement à les compter. Ici, il y a 3 pivots, donc le rang de la matrice A, c'est 3. Voici un petit exercice pour se faire la main, mettez pause dans la vidéo, faites-le et on corrige juste après.
Pour la matrice A7, c'est facile parce que de base, cette matrice est d'entrée de jeu échelonnée en colonnes. Regardez, il suffit de faire ce petit schéma pour s'en rendre compte. Donc pour avoir son rang, c'est pas compliqué, on repère les pivots, on les compte, il y en a 3, donc le rang de A7, c'est 3. La dimension du noyau par le théorème du rang, c'est 4 moins 3 est égal à 1, et enfin, on peut dire que la matrice A7 n'est pas inversible parce qu'elle n'est pas de rang maximal. Pour A8, c'est un peu plus compliqué parce que cette matrice n'est pas échelonnée en colonnes. Mais au lieu de raisonner sur les colonnes, on peut tout à fait plutôt raisonner sur les lignes. On sait que le rang des lignes est égal au rang des colonnes, donc il n'y a aucun problème à faire ça. Et les lignes de la matrice, elles sont parfaitement échelonnées. Regardez, ça se voit en faisant ce petit schéma. Donc même chose, on trace l'escalier, on compte le nombre de pivots, il y en a 3, donc le rang de A8, c'est 3. La dimension du noyau, c'est 4 moins 3, 1, et la matrice A8 n'est pas inversible. Le troisième théorème qui va être utile pour les calculs de rang, c'est un théorème qu'on connaît déjà, à savoir que le rang d'une matrice A est invariant par produit, à gauche ou à droite, par une matrice inversible. La principale conséquence de ce théorème dans les calculs de rang, c'est que du coup, les opérations élémentaires, qu'on les fasse sur les lignes ou les colonnes, conservent le rang de la matrice. Pourquoi? En fait, il faut revenir à ce qu'on sait sur les opérations élémentaires. Une opération élémentaire sur les lignes, on sait que ça correspond matriciellement à un produit sur la matrice A à gauche par une matrice F, une matrice d'opération élémentaire. Donc soit matrice de permutation, soit matrice de dilatation, soit matrice de transvection. Et de l'autre côté, on sait qu'une opération élémentaire sur les colonnes de la matrice A correspond à multiplier la matrice A à droite par une matrice d'opération élémentaire. Or, toutes les matrices d'opération élémentaire, on le sait, sont des matrices inversibles. Donc d'après le théorème qu'on vient de rappeler ici, cette opération de multiplication ne change pas le rang de la matrice. Ça nous amène à la grande conclusion de cette vidéo, qui va être en fait une sorte de méthodologie pour le calcul de rang et qui est une conséquence de toutes les conséquences C1, C2 et C3 qu'on a vues dans la vidéo. En fait, une méthode classique et très efficace pour déterminer le rang d'une matrice, c'est d'effectuer des opérations élémentaires, sur les lignes ou sur les colonnes, peu importe, toutes conservent le rang, on le sait, de façon à échelonner la matrice en ligne ou en colonne, peu importe, puisqu'on sait que le rang d'une matrice est égal au rang de sa transposée. Une fois que vous avez fait cet échelonnement, vous obtenez donc une matrice de ce type-là. Ici, c'est sur ce schéma un échelonnement par ligne, mais peu importe. Et pour obtenir le rang, c'est facile. Vous identifiez les pivots, qui sont les coefficients non nuls qui interviennent en fait dans les coins de l'escalier que vous avez dessiné. Et le rang, c'est le nombre de ces pivots. C'est vraiment très efficace comme méthode. Regardez, prenons un exemple. Imaginons qu'on s'intéresse à cette matrice-là et qu'on veut son rang. On va donc l'échelonner. Alors on a un peu l'embarras du choix. Là, ici, on va l'échelonner par ligne. On va prendre un pivot, n'importe lequel. Ici, le coefficient en haut à gauche pour faire simple. On va l'utiliser ici pour obtenir un 0 en bas à gauche de la matrice. Ça consiste à remplacer la ligne L3 par la ligne L3 moins L1. On sait que cette opération sur la ligne ne change rien au rang. Une fois qu'on l'a fait, on obtient cette matrice-là. On peut continuer alors l'échelonnement sur les deux lignes suivantes. Pour ça, on va encore de nouveau choisir un pivot, par exemple le 1 qui est ici. On va l'utiliser pour faire apparaître un 0 au-dessous de lui. Ça consiste à remplacer la ligne L3 par la ligne L3 plus 4 fois L2. Même chose, cette opération ne change pas le rang et on obtient cette matrice-là. C'est gagné. La matrice qu'on obtient ici est une matrice qui est échelonnée, à la fois en ligne et en colonne. En fait, elle est triangulaire supérieure. Pour obtenir son rang, il suffit ici de compter le nombre de pivots. Il y en a 3, donc le rang de cette matrice vaut 3. Ça signifie que la matrice initiale qu'on avait considérée est de rang 3, et donc au passage qu'il s'agissait d'une matrice inversible puisqu'elle est de rang maximal. Terminons avec ce petit exercice pour voir si vous avez compris. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Allons-y pour la correction. Alors pour calculer le rang de A9, ce qu'on a fait, c'est un échelonnement par ligne. On a choisi ce pivot-là, pourquoi pas, hein, ce -1, qui va nous servir ici à annuler tous les coefficients de sa colonne. Ici, il s'agit d'annuler les deux coefficients qui sont au-dessus de lui. Ça consiste à faire ces opérations sur les lignes. Une fois qu'on a fait ces opérations, on obtient cette matrice-là. OK. Alors, petite remarque, bien évidemment, à partir de là, ça fixe cette colonne-là, hein, elle a été traitée. Mais ça fixe aussi la ligne qui correspond au pivot que vous avez fait. Ça y est, cette ligne, elle a son pivot, donc on n'y touchera plus jusqu'à la fin de l'algorithme. Peut-être que pour simplifier les choses, en tout cas pour ne pas se mélanger les pinceaux, ça peut être pratique de mettre ce pivot en haut à gauche de la matrice, ce qui consiste ici à échanger les deux lignes L1 et L3. Encore une fois, ça, bien évidemment, ça ne change rien au rang de la matrice et on obtient cette chose-là. Maintenant, il s'agit de traiter le reste de la matrice et là, de nouveau, on peut faire un échelonnement. On se choisit un pivot, comme par exemple ce 1, qui sera bien pratique pour annuler les coefficients qui sont au-dessous de lui dans cette sous-matrice. Ça consiste à faire ces opérations-là sur les lignes. Une fois qu'on les a faites, on obtient ça.
Là, c'est gagné. Vous voyez que les deux premières lignes, elles sont échelonnées, elles ont chacune leur pivot, alors que les deux dernières lignes, ce sont des lignes qui sont nulles. Donc la matrice qu'on obtient est bien une matrice échelonnée en ligne, et donc son rang, c'est le nombre de pivots, à savoir 2. La dimension du noyau de A9, c'est, par le théorème du rang, égal à 3, attention, hein, ici le nombre de colonnes, moins le rang, c'est-à-dire 3 moins 2, est égal à 1. Voilà, ça conclut la vidéo, j'espère que vous êtes convaincus que calculer le rang d'une matrice, eh bien ça n'est pas difficile.